Bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par Monsieur Thierry de Montbrial, économiste, président de l'Institut français des relations internationales, IFRI. La conférence s'intitule Russie, Ukraine, guerre et paix. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast ou YouTube pour être informé de toutes nos publications. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais en profiter pour dire quelque chose une idée qui m'est chère, c'est que je regrette qu'aujourd'hui, la coutume ait fait qu'on confonde géopolitique et relations internationales. Ce n'est pas la même chose. La géopolitique, alors vous avez tous beaucoup réfléchi là-dessus, mais enfin, la façon peut-être la plus simple de la définir, à mon sens, c'est l'idéologie relative au territoire. Bon, Lacoste parlait de représentation, mais je dis idéologie au sens fondamental du terme de Destutt-de-Tracy, c'est-à-dire les idées relatives, l'idée qu'on se fait des territoires. D'ailleurs, pour l'Ukraine, c'est évidemment un aspect essentiel. La géostratégie, c'est beaucoup plus pratique. Hein, c'est le terrain du point de vue de l'emploi des forces, pour dire les choses là aussi de manière un peu caricaturale. Le point important, c'est que les relations internationales, dans l'acception minimale, c'est la relation interétatique et donc le domaine de la diplomatie, on va dire au sens large. Mais la raison pour laquelle il est important de distinguer les deux concepts, c'est qu'une situation donnée du point de vue géopolitique ne détermine pas ses conséquences du point de vue des relations internationales. Autrement dit, une même situation peut évoluer de diverses manières, et notamment à travers la diplomatie. Donc vous avez compris que ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme en histoire, et je pense que les mots, c'est important, car quand on qualifie par le même mot des réalités différentes, on risque évidemment de glisser dans des erreurs de raisonnement. Bon, ça c'est ma première remarque initiale. La seconde, c'est aussi une remarque conceptuelle qui va être importante pour la suite de ce que je vais vous dire, c'est la notion de complexité. Alors, comme mathématicien que je fus, que je reste dans l'âme, la complexité, ça a un sens extrêmement clair. Un phénomène est complexe s'il est impossible, je dis bien impossible, de l'analyser sous la forme d'un système, tout simplement. Bon. Ce n'est pas une définition courante, mais c'est la mienne, et je pense qu'elle est assez opérationnelle, parce que une même réalité, comme une guerre, on va rentrer dans le sujet dans un instant, peut être approchée de diverses manières. Le point important, c'est qu'aucune des théories sur lesquelles vous pouvez chercher à vous appuyer pour comprendre n'est suffisante. Et donc, il faut jongler avec une batterie de modèles, si vous voulez un autre terme, et il est impossible de synthétiser tous ces modèles pour en faire un seul. Donc, il y a toujours une marge, un flou qui s'introduit et qui est absolument irréductible. Donc, voilà mes deux remarques préliminaires. Alors, maintenant, un avertissement. Je constate, comme nous tous, que ce sujet ukrainien suscite des passions. Cela est tellement vrai que quiconque se hasarde à émettre des opinions qui ne sont pas totalement convenues se fait, j'en ai fait moi-même la triste expérience, mais enfin, à mon âge, on a le cuir épais, se font carrément même insulter, si vous voulez, dans les réseaux sociaux. Bon, vous me direz, ce n'est pas très grave en soi, mais c'est grave dans le sens où, en particulier dans le monde académique ou dans le monde intellectuel, il est intolérable qu'on ne puisse pas exposer des points de vue différents et en débattre calmement. Ouais. C'est grave parce que c'est
même totalement antinomique de la notion de complexité dont je viens de parler. Alors ce soir, et je remercie vraiment Louis Gauthier de cette invitation, parce que vous allez me donner l'occasion je ne vais vous asséner aucune vérité. Je n'ai aucune vérité à asséner. Mais je voudrais faire avec vous un petit exercice de questionnement, c'est-à-dire d'essayer d'aborder, pas tout, on ne va pas en un temps limité aborder toutes les facettes de la question, mais je voudrais essayer de poser des questions qui toutes mériteraient d'être longuement débattues, mais qui vous amèneront peut-être à voir ce sujet de la guerre d'Ukraine différemment de ce que vous lisez et entendez tous les jours avec énormément de propagande, d'ailleurs de tous les côtés. Voilà. Alors, donc au fond, s'il y a un système dans ce que je vais vous dire, c'est un système purement pratique de questionnement, en quelque sorte. Alors, quand on a un phénomène, une guerre, il est traditionnel, surtout si on est en plein dedans, mais même si on voit les choses après coup, longtemps après coup, on s'intéresse sur ses causes, son déroulement et sa sortie, la sortie de crise, la fin de la guerre et ses conséquences. Cause, le déroulement, les conséquences. Bien. Et les choses sont tout de suite un petit peu plus complexes. La complexité, ce n'est pas la difficulté. Un sujet peut être extrêmement difficile. En mathématiques, on voit ça constamment, mais néanmoins traitable comme un système. La complexité, c'est autre chose. Donc, c'est l'impossibilité de présenter les choses sous la forme d'un système. Alors, commençons par les causes de cette guerre. Alors, moi, je dis aussi guerre d'Ukraine. Je ne dis pas guerre en Ukraine. Je vois qu'il y a quelques personnes maintenant qui commencent à parler comme moi, mais pour une raison très simple, ce n'est pas par coquetterie pour différents des autres, mais quand vous parlez de la guerre de Corée, vous ne parlez pas de la guerre en Corée, au début des années 50, tout simplement parce que une guerre comme celle de Corée ou aujourd'hui celle d'Ukraine est locale, mais elle est mondiale. Et nous sommes déjà dans une situation, en un certain sens, de guerre mondiale. Mondiale par ses effets, pas nécessairement militaires, il n'y a pas encore une extension de la guerre dans les quatre coins du monde, mais les effets, les conséquences, quelle que soit la manière dont on les définit, sont déjà mondiales. Donc je préfère dire guerre d'Ukraine. Alors commençons par les causes. Alors là, nous sommes en plein dans la complexité. Généralement, les historiens, tout le monde distingue les causes profondes et les causes immédiates. Bon. Thucydide, dans la guerre du Péloponnèse, parlait des causes les plus vraies et les causes immédiates. Les causes les plus vraies, bon, la difficulté, c'est que pour bien identifier les causes les plus vraies ou les causes profondes d'une guerre, on est en plein dans la complexité. Justement, on est en plein dans la complexité. Et vous voyez bien qu'on discute encore aujourd'hui, passionnément, des causes de la Première Guerre mondiale. Enfin, toujours. Vous avez des thèses encore d'historiens en permanence, et naturellement, selon que vous êtes français, allemand, chinois ou que sais-je, vous allez aborder des aspects différents de la question. Il se trouve que, à l'occasion d'un discours que je dois faire dans quelques jours, j'ai été amené à relire La discorde chez l'ennemi, qui est le premier livre du général de Gaulle, qui était d'ailleurs à l'époque, il était un pauvre capitaine qui sortait de prison, parce qu'il a été prisonnier des Allemands, et il a été libéré d'ailleurs qu'en décembre 1918. Et ce livre qu'il a publié en 1924, il avait donc 34 ans, est réellement un livre extrêmement impressionnant,
Et la thèse de Gaulle, ça s'appelle la discorde chez l'ennemi. Sa thèse, c'est que les Allemands devaient normalement gagner la Première Guerre mondiale, mais que s'ils l'ont perdu, c'est parce que ils étaient divisés, en réalité, entre eux. Et il identifie des facteurs de division que je vous passe, parce que sinon, je reviendrai ensuite à la guerre de 1870. Bon, on s'éloignera un peu de notre sujet. Mais je trouve que c'est un très bon exercice et il y a d'autres façons de voir les choses. Alors, en ce qui concerne la guerre d'Ukraine, quelle est la vision commune, c'est-à-dire ce que tout le monde doit dire aujourd'hui s'il veut être, je ne sais pas si vous dire écouté ou entendu, probablement écouté, parce qu'entendu c'est une autre chose. Donc la thèse commune aujourd'hui que tout le monde répète à longueur de journée, c'est Vladimir Poutine, dictateur, qui veut reconquérir l'empire russe ou l'URSS. Bon. Alors, je ne vais pas commenter cette interprétation, sauf pour vous dire qu'elle a l'avantage, c'est extrêmement simple, de convenir à tout le monde dans les pays occidentaux, et on s'arrête là, et donc, naturellement, c'est une guerre des méchants contre les bons. Les méchants, c'est les Russes, bien sûr. Enfin, c'est Poutine, parce que souvent les gens qui se contentent de ça vont dire qu'il faut distinguer les Russes qui ont vocation à devenir tous démocrates au sens occidental du terme, et leurs dirigeants qui sont des monstres. Enfin, en gros, c'est ça le schéma. Bien. Donc, ça c'est devenu une guerre des démocrates, enfin, du point de vue maintenant de ceux qui soutiennent l'Ukraine inconditionnellement. C'est donc une guerre de la démocratie contre la dictature, si vous voulez, ou la démocrature. En gros, c'est ça. Bien. Alors, je vais simplement vous poser un certain nombre de questions sur ce sujet. L'Union soviétique est donc tombée, s'est décomposée, donc fin de l'année 1991. Fin de l'année 1991. Et là, d'ailleurs, il y a une question qui est assez extraordinaire, vraiment une question que les historiens continueront de discuter pendant longtemps, un peu comme la discorde chez l'ennemi, c'est comment se fait-il que l'Union soviétique se soit décomposée comme ça aussi simplement, presque sans coup férir, avec des dirigeants autour de Yeltsin qui ont passé une nuit à picoler dans une forêt en buvant de la vodka, etc., pour arriver et se mettre d'accord pour ce que Yeltsin lui-même a appelé plus tard l'indépendance de la Russie. L'indépendance, qu'il a parlé, c'est ça, de l'indépendance de la Russie vis-à-vis des États membres de l'Union soviétique. Et à l'époque, en particulier les pays d'Asie centrale, n'étaient pas particulièrement empressés de prendre leur indépendance. Bon, ça, c'est un sujet tout à fait extraordinaire. Je ne réponds pas à cette question, je la pose. Bon. Et la décennie 90, moi je peux vous dire, j'ai sillonné pendant 10 ans, je n'ai pas fait que ça, hein, mais j'ai énormément voyagé en Russie dans les années 90, et ce qui était une décennie assez favorable pour ça, parce que tout était ouvert pendant ces... Et on pouvait aller dans des endroits qui étaient tout à fait inaccessibles avant, et voir beaucoup de gens normaux, entre guillemets. Et j'ai vu, n'est-ce pas, cette situation où les Russes pensaient à tous les niveaux que la Fédération de Russie elle-même allait se décomposer complètement jusqu'à se réduire à ce que j'appelle le Grand-Duché de Moscou, pour simplifier, si vous voulez, et où les gens perdaient leurs emplois, les gens qui étaient professeurs d'université pour survivre devaient conduire des taxis quand il y avait des possibilités, etc., etc.
Et il faut comprendre que beaucoup des traités qui ont été signés dans ces années 1990 l'ont été, pour dire le moins, dans des conditions extrêmement particulières. Mais il est vrai que les Russes ont signé. Et tout à l'heure, dans la discussion, parce qu'il ne faut pas que je me laisse trop entraîner dans les à côté, on pourra venir sur certains points de la charte d'Helsinki tout à fait étonnants, comme par exemple cette disposition qui se retrouve dans la charte de Paris d'ailleurs, que les États ont le droit de choisir leurs alliances. Si vous me posez la question, je vous répondrai tout à l'heure. Et je vous dirai pourquoi les Russes, les Soviétiques d'abord et les Russes ensuite, ont signé à quelque chose comme ça, qui paraît si étrange, puisque, comme l'a dit Kissinger dans sa thèse de doctorat, écoutez-moi bien, la sécurité absolue d'un État, c'est l'insécurité absolue de tous les autres. La sécurité absolue d'un État, c'est l'insécurité absolue de tous les autres. Donc, dès qu'on forme une alliance quelque part, ça concerne évidemment les voisins. Bien. Alors maintenant, regardez, beaucoup a été écrit dans ces années-là sur la question de l'Ukraine. Et on cite notamment Brzezinski et bien d'autres, mais le fait que le sort le destin de l'Ukraine allait être une question essentielle pour l'avenir du continent eurasiatique, tous les penseurs, les analystes des relations internationales le savaient. Bon. Ensuite, c'était une question d'interprétation. Alors, là, je ne vais pas évidemment vous refaire l'histoire des années 2000. Bon, après cette décomposition complète de la Russie post-soviétique, tous les Russes, les citoyens, attendaient à la fin des années 90 un homme fort. Un certain nombre de gens ont été cités. Vous avez peut-être entendu parler de maréchal Liebed, général Liebed, Zhirinovsky, quelques autres. Enfin, il se trouve que c'est un inconnu qui est arrivé, il s'appelait Vladimir Poutine. Mais les Russes n'attendaient que ça, ils voulaient que ça. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait que les choses ont dérapé et quand? En gros, si vous voulez, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. L'IFRI, par exemple, on peut citer Thomas Komar, quelques autres, des analystes, sur le fait que c'est à partir de 2004. Bon. Parce que, mais ce que vous voulez, et puis ça s'est gâté, 2007, le discours de Poutine à Munich, etc. Bon. Ce qui s'est passé, c'est là qu'il y a effectivement des thèses assez contrastées. Moi, je pense que l'une de ces thèses mérite une considération importante, mais ce n'est pas le moment, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de passion. Je pense que les pays occidentaux n'ont pas prêté suffisamment d'attention à la demande des Russes, quand il en était encore temps, de revoir l'architecture de sécurité européenne consécutive aux effondrements des années 90. Bon, maintenant, ça devient une question historique, parce que ce qui s'est passé à ce moment-là, maintenant, on a changé de jeu, d'époque, mais ce sera certainement une question longuement débattue. Alors, les Américains en particulier, très tôt se sont intéressés à l'Ukraine, parce que, il y a en Amérique du Nord, particulièrement d'ailleurs au Canada, c'est pas une très forte population d'origine ukrainienne, il y a évidemment les Polonais, les pays baltes, très, très présents aussi en Amérique du Nord, etc., etc. Et vous avez tous les événements que vous connaissez et qui ont abouti en 2014 avec l'invasion de la Crimée, qui s'est faite facilement parce que, quelles que soient les interprétations, dans son passe majorité, la population de Crimée a plutôt accepté, si vous voulez, cette annexion. Bien. Mais à partir de 2014, et alors là, il y a une autre question, je vous ai posé des questions, il y a une question que je pose, ce serait vraiment, Louis, intéressant aussi de la discuter avec des gens qui ont vécu, en particulier en France, en Allemagne, des choses à des postes de responsabilité. Mais je crois que les Européens continentaux, particulièrement la France et l'Allemagne,
ne se sont pas rendus compte à quel point les Américains, avec une certaine connivence des Polonais en particulier, et naturellement de beaucoup d'Ukrainiens, ont investi militairement en Ukraine. Bon. On savait qu'ils le faisaient, mais sans doute n'avons-nous pas pris nous-mêmes la mesure suffisante de cet investissement. J'ajoute d'ailleurs que l'Ukraine, on dit aujourd'hui démocratie, etc., mais la vision générale de l'Ukraine jusqu'à récemment, c'était plutôt celle d'un pays failli. Hein. Et plutôt, enfin, on est très loin. L'image de l'Ukraine démocratique, etc., elle est très récente. Et ça aussi, ça mérite considération, sous forme, en tout cas, au minimum, d'un questionnement. Voilà. Alors, maintenant, si vous regardez, beaucoup de gens ont fait l'observation, si vous regardez la carte de l'hémisphère nord à une certaine distance, et si vous êtes russe, qu'est-ce que vous voyez pendant toutes ces années? Vous voyez l'OTAN, les missiles, les armements se rapprocher de vous. C'est ça l'image qui, justement, était celle qui dominait, qui mettait Poutine, et pas seulement Poutine, hein, dans des transes, mais en même temps, comme je viens de le dire, nous, observateurs, notamment français et allemands, nous n'avons pas pris peut-être la mesure de ce que cela pourrait conduire justement à une guerre. Hein. Mais c'est ça l'image que vous avez. Et là, pour, non pas enfoncer le clou, mais là aussi pour poser une question, vous avez cité Louis Raymond Aron. L'un de ses livres, tous ses livres d'ailleurs méritent attention, mais il y a notamment ses mémoires qui sont extrêmement intéressantes. Et dans ses mémoires, il dit, je crois que c'est la page 59 de l'édition originale, mais je n'ai pas, il dit que toute guerre peut être, il dit, ça va très loin, que toute guerre peut être présentée à un moment ou à un autre comme une guerre défensive. Bon. Ce qui d'ailleurs est très intéressant du point de vue du droit international, parce que en droit international, il y a toujours des problèmes d'interprétation. Qu'est-ce que veut dire offensive, défensive? D'ailleurs, le schéma des néoconservateurs américains, ils ont fait l'éloge, ils ont promu la notion de guerre, c'est-à-dire attaquer pour la guerre préventive, pour cette notion de guerre préventive, pour empêcher une attaque future supposée. Alors, l'opération militaire spéciale, entre guillemets, du 24 février a été probablement très mentalement conçue de cette manière. Si vous essayez de vous mettre dans la mentalité de l'adversaire. Voilà. Alors donc, on pourrait naturellement aller beaucoup plus loin dans ce que je suis en train de dire sur les réflexions sur les causes fondamentales. Mais je vous répète, mon but n'est pas de vous affirmer quoi que ce soit, hein, c'est de vous amener, de vous sensibiliser à des questionnements plus larges que ceux que l'on fait habituellement. Alors maintenant, en ce qui concerne les causes immédiates, oui, c'est quand même extraordinaire qu'en France, et en Allemagne, la plupart des gens réputés compétents dans le domaine des relations internationales n'aient pas vu venir cette invasion. Bon, alors qu'on savait, depuis plusieurs mois, on avait suivi en détail la concentration de forces,
les relations diplomatiques des dernières semaines, etc., etc. Mais au fond, on avait eu, les Américains disaient attention, attention, ça va venir. Mais nous, on se rappelait 2003 et Saddam Hussein, etc., etc. Mais au fond, nous, et quand je dis nous, c'est encore une fois, je vois la plupart des gens. Alors bien sûr, vous avez toujours des gens qui sont un peu en dehors qui ne sont pas forcément des gens qui sont dans le monde des décideurs, etc. Mais dans l'univers des décideurs, on n'y a pas cru. On n'y a tout simplement pas cru. Ce qui est vraiment une question très intéressante, là aussi. Bon, toujours est-il que l'opération en question, donc l'agression, parce que du point de vue juridique, bon, il n'y a pas photo. C'est une agression, bien entendu, de cette invasion. Alors, ensuite, donc, on commence. Alors, là, on va de surprise en surprise. Et la première, il y a une double surprise initiale et étendue. Initiale, étendue. Bon, la première, c'est que on pensait, bon, qu'est-ce qu'on avait comme image des Russes généralement? Un pays très faible économiquement, mais quand même assez fort militairement. Bon. Et l'Ukraine, justement, parce qu'on n'avait pas regardé de près tout ce qui s'est passé depuis 2014, et notamment le soutien américain, on pensait que les Russes allaient faire une bouchée de pain, arriver à Kiev, renverser Zelensky et mettre à la place un genre quelqu'un comme Yanukovych, enfin qui ensuite s'appuierait sur les forces locales, etc., etc. Bon, ça ne s'est évidemment pas passé de cette manière. Première surprise. Bon. Et non seulement ça, mais enfin, le spectacle des armées russes était tellement lamentable qu'on en était tous stupéfaits. Alors, la deuxième surprise est venue progressivement, c'est que les Russes, donc, piètre performance qui s'est poursuivie sur le plan militaire, mais beaucoup de gens pensaient que sur le plan économique, avec les piles successives de sanctions, quand même, c'est un point assez extraordinaire, allait s'effondrer. Bon, que nenni. Ils ne se sont absolument pas effondrés sur le plan économique, malgré les sanctions constamment empilées. Et comme ils sont, ça c'est un héritage de l'Union soviétique, des champions du système D, et que, c'est un point dont on pourra discuter aussi, la plupart des pays autres que les pays occidentaux, tout en condamnant l'agression, ne se sont pas ralliés au point de vue des Occidentaux sur la suite. Le fait est donc que les Russes, et même la valeur du rouble, etc., que tout ça se maintient encore maintenant. Ça, c'est une surprise qui va à l'envers de ce que l'on pouvait penser au début. Bon, à partir de là, vous connaissez les 4 phases de la guerre depuis le début, donc l'échec de la, entre guillemets, opération militaire spéciale et le retrait piteux à des colonnes russes et de ce qu'il en restait. Ensuite, la concentration de la guerre sur le théâtre d'opération en gros du Donbass, mais du Donbass un peu élargi, hein, parce que la conception d'ailleurs, incidemment, il y a aussi un grand sujet de questionnement, c'est pourquoi est-ce que les négociations, Minsk, etc., pourquoi est-ce que tout cela a échoué, qui est responsable, etc. Ça frappe certainement de nombreuses thèses de doctorat dans les années et décennies qui viennent. Alors, cette guerre du Donbass, extrêmement meurtrière, a abouti avec beaucoup d'épisodes jouant sur des terrains, sur des superficies extrêmement réduites, mais à la situation actuelle, qui est grosso modo 16% quand même du territoire
russes, si on inclut la Crimée, hein, qui sont contrôlés maintenant par les Russes, mais ça ne bouge plus beaucoup. Donc on est maintenant dans une phase de guerre de position, pour l'essentiel. Alors, il y a eu des reprises, bon, je ne rentre pas dans les détails, Kherson, etc. Et la Kharkiv, entre parenthèses, est un exemple aussi très intéressant, parce que historiquement, je crois ne pas me tromper, parle sous le contrôle de Louis, mais je crois que Kharkiv a été repris 4 fois pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, on trouve toujours, là on est dans la géostratégie, pour le coup, pas dans la géopolitique, dans la géostratégie. Bon, mais enfin, en gros, ça ne bouge pas, et les Russes ont entrepris une troisième phase, qui sont les bombardements en profondeur, donc sur les cibles économiques, sur les cibles militaires, mais surtout économiques, avec évidemment aussi l'objectif de démoraliser la population. Et nous sommes encore dans cette phase-là, d'où la recherche actuelle des Ukrainiens d'une quatrième phase qui serait une contre-offensive qui leur permettrait idéalement de regagner le terrain perdu. Bien. Ce que je n'ai peut-être pas dit explicitement, mais nous le savons tous, c'est que, entre-temps, les pays occidentaux, quasiment unanimement, je dis bien les pays occidentaux, aucun autre, unanimement, se sont mis derrière les positions ukrainiennes, lesquelles se sont progressivement radicalisées dans leur expression, la formulation en particulier des buts de guerre. De sorte que la situation actuelle, c'est celle que nous connaissons. Donc les Occidentaux ont livré toutes sortes d'armes et continuent encore, puisque même cette dernière réunion d'avant-hier a conclu à de nouvelles livraisons d'armes importantes, sauf la question de ces fameux chars lourds, et c'est-à-dire les chars genre Leclerc, Léopard, etc., Abrams, et je vais m'arrêter quand même un instant, parce que c'est une question d'actualité, mais dont il faut bien comprendre la signification, c'est que ces chars, il y a des aspects techniques, parce que ces chars sont des objets extrêmement sophistiqués, leur interopérabilité serait pour moi extrêmement complexe, mais aussi la question de la formation de leurs serveurs, etc. Il y a de vraies difficultés techniques, il y a des questions de quantité, de disponibilité, de délai de livraison, tout ça est incontestable, mais on peut aussi se demander si les principaux détenteurs de ces armes, de ces systèmes d'armes, ont vraiment envie de les donner aux Ukrainiens, indépendamment, encore une fois, des questions techniques. Voilà. Pourquoi ? Parce que ce sont des armes, pour le coup, effectivement, offensives, et qui sont les seules, d'ailleurs, qui, sur le plan militaire, pourraient effectivement permettre aux Ukrainiens d'avoir une chance de refouler les Russes, sachant que la formulation des objectifs maintenant pour les Ukrainiens, c'est bouter dehors les Russes, pas seulement du Donbass, mais également de la Crimée. N'oublions pas cela. Alors, la question que je pose, je vous dis, je pose des questions. La question que je pose, c'est qu'en est-il exactement des Américains ? Parce que les Occidentaux ont un chef de file, c'est les États-Unis. Bon. Si les États-Unis, on n'imagine pas les pays européens ayant eux-mêmes leur propre
leur propre objectif coordonné, hein, s'il n'y avait pas les Américains derrière. Donc, qu'en est-il du côté américain? Alors, je crois qu'on sera probablement d'accord, les observateurs, pour dire que les Américains hésitent. Ils hésitent parce que ils ne veulent pas, ils veulent soutenir, ils continueront d'ailleurs de soutenir l'Ukraine, mais ils ne veulent pas prendre le risque d'un débordement de la guerre qui deviendrait à ce moment-là ouvertement une guerre de l'OTAN contre la Russie et qui pourrait ouvrir la voie à des situations, employer un terme neutre, inédite. Bon. Donc l'impression qu'on a, c'est qu'ils hésitent. Et donc, tout ce que vous observez ces derniers jours, c'est un peu un jeu où chacun cherche à refiler à l'autre la responsabilité. Bon, nos amis américains mettent en avant les difficultés techniques, parce qu'évidemment, dans un cas comme ça, on a beau jeu de dire oui, mais voilà, on ne peut pas parce que il est impossible de les livrer en temps utile, il y a un problème de formation, d'accès à ceci, à cela. Bon. Les Allemands, évidemment, hésitent encore plus ouvertement, tout en cherchant à se couvrir, en disant qu'on pourrait éventuellement prendre des décisions, mais il faudrait qu'on les prenne ensemble. Évidemment, les Américains, les Russes, les Américains, pardon, les Allemands et les Français du reste. Et puis nous, Français, on dit, ben oui, ben bien sûr, attendez, faut qu'on se mette d'accord. Enfin, en gros, c'est à peu près l'attitude. Les Polonais disent aussi, c'est comme ça, on va quand même donner nos chars aux Ukrainiens. Les Allemands, dernière nouvelle, c'était hier, je crois, disent, bah, si on ne fera pas obstacle, c'est la ministre des Affaires étrangères, si vous voulez les donner, mais vous voyez, pour faire une offensive, là on entre vraiment dans les considérations militaires, pour faire une offensive ayant des chances de réussir, il faut un minimum de 200 chars et probablement plus. Donc ça devient assez compliqué, toute cette affaire. Je ne dis pas complexe, mais compliqué, en tout cas toute cette affaire. Alors voilà où on en est, pour dire les choses. Mais au niveau des opinions publiques, ce qui est aussi, c'est une autre surprise de toute cette guerre, qui bientôt, ça va faire un an, c'est que les opinions publiques occidentales, alors européennes, sont toujours très, très majoritairement, presque unanimement, derrière l'Ukraine, ce qui est tout à fait remarquable, impressionnant. Et que, en particulier, même regarder en France ou ailleurs, les gens, pour le moment, acceptent aussi les conséquences économiques, l'inflation, etc., en pensant sans doute d'ailleurs que le quoi qu'il en coûte pourra, en ce qui concerne la France, permettre de surmonter les difficultés. En tout cas, c'est la situation actuelle. Aux États-Unis, c'est plus subtil que ça parce que, en réalité, l'immense majorité de l'opinion publique se désintéresse de cette question. Bon, c'est pas un sujet quotidien dans la presse américaine. C'est un point aussi qu'il est important d'avoir en tête. Alors, maintenant, pour rester dans les temps, Charles, j'ai un défaut, enfin j'en ai certainement beaucoup, mais c'est que je sais combien de temps je dois parler. Simplement, comme je ne regarde jamais le moment où j'ai commencé, j'ai aucun moyen de savoir quand il faut terminer. 10 minutes, que c'est à peu près. Oui, quand hein on signalera le défaut. Non, mais parce que je crois qu'il faut vraiment. Je crois que c'est vraiment important. Vous voyez, avant la discussion. C'est votre 10 minutes. Non, mais on a encore tout le temps de la discussion. Voilà. C'est moi qui serais. Alors. Non, mais c'est mieux. Bon, alors, non, parce que j'ai essayé de résister à la tentation d'aller dans toutes les voies de traverse, parce que sinon, on n'en sort pas.
Et cette question de l'opinion publique est des opinions publiques est extrêmement importante, bien sûr. Bon. Mais je répète bien que si vous regardez le reste du monde, on pourra rentrer dans les détails, on va parler de la Chine, on pourra parler naturellement de l'Inde, ce qui est extrêmement intéressant, puisque l'Inde est supposée être une démocratie, et le jeu de l'Inde aujourd'hui est extrêmement intéressant, avec ce magnifique concept de multi-alignement qui caractérise la politique, la nouvelle politique indienne. C'est un joli terme, multi-alignement. Mais vous regardez l'Arabie Saoudite, etc. L'Occident et l'Europe, peut-être peut-on se demander si nous ne sommes pas un petit peu isolés. Il faut se poser là aussi la question. Bien, mais en tout cas, pour le moment, la flamme est toujours là. Alors, regardons maintenant essayons de réfléchir sur la question de la sortie maintenant il faut dire de guerre, hein. C'est pas une sortie de crise, c'est une sortie de guerre. Bon. Alors quelles hypothèses peut-on envisager? Bon. Classiquement, en simplifiant les choses et en considérant qu'il y a 2 pays en guerre, c'est une grande simplification, puisque du côté ukrainien, il y a tout le temps qui est derrière. Mais enfin, classiquement, les conditions pour une négociation équilibrée, je ne parle pas de la capitulation, je ne parle pas du 11 novembre 1918. Bon. Ça suppose que les 2 parties arrivent à la conclusion, que les 2, en même temps, arrivent à la conclusion qu'ils ont plus intérêt à négocier qu'à poursuivre le combat. Parce que si une partie considère qu'elle a intérêt à poursuivre le combat parce qu'elle se sent suffisamment sûre de pouvoir affaiblir le vis-à-vis, à ce moment-là, pourquoi s'arrêter? Bon. Donc il faut que les 2 arrivent à cette conclusion simultanément. Et là, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que c'est extrêmement difficile à imaginer à la date d'aujourd'hui. Extrêmement difficile. Je crois que ni les Russes, ni les Ukrainiens et leurs alliés ne sont dans ce type de calcul. C'est-à-dire que les Russes s'installent dans une posture de longue durée. Comme je vous le disais, ils ont montré que leur résilience économique et même militaire et finalement leur résilience économique, vous dites, était assez imprévue. Bon. Et sur le plan militaire, on a l'impression qu'ils commencent à s'aguerrir, que les choses commencent à mettre un peu plus en place. Et rappelez-vous d'ailleurs, là aussi je parle sous le contrôle de ceux d'entre vous, il doit y en avoir qui sont beaucoup plus spécialistes que moi sur la tradition militaire russe, mais généralement les guerres russes, ça commence presque toujours très mal. Alors, mais on se demande comment, dans des conditions invraisemblables, il y a souvent énormément de victimes, de morts, etc. Mais enfin, je crois que même ceux qui pensaient qu'ils allaient s'effondrer assez rapidement sont en train de réviser leur jugement. Et donc, rien aujourd'hui, pour dire les choses à l'envers, rien ne permet de penser que dans les mois qui viennent, les Russes et les Ukrainiens simultanément se montreront prêts à ouvrir des négociations sérieuses. D'ailleurs, de telles négociations, pour qu'elles aient lieu, supposeraient qu'il puisse y avoir effectivement des compromis. Bon, et des compromis, forcément,
aurait un caractère territorial. Or, pour le moment, vous voyez bien que ça paraît extrêmement difficile, puisque les Ukrainiens et les Occidentaux ne peuvent même pas le concevoir, qu'il y ait des compromis territoriaux. Souligne entre parenthèses, l'Ukraine n'a jamais existé en tant qu'État que pendant 3 ans, c'est-à-dire entre 1917 et 1920, et dans des frontières tout à fait différentes de celles d'aujourd'hui. Donc, cette question aussi des territoires, des frontières, est une question aussi qu'il faut avoir en tête. Donc pour l'instant, mais peut-être que certains d'entre vous sont d'un avis motivé différent, pour l'instant, l'idée qu'il y ait, on pourrait dire pour simplifier, courant 2023, un cessez-le-feu avec l'intention d'ouvrir vraiment des négociations, ça paraît extrêmement peu probable. Alors, deuxième scénario, victoire. Mais victoire, qu'est-ce que ça signifie? Pour les Ukrainiens, maintenant, ils l'ont dit clairement, la victoire, c'est refouler totalement les Russes en dehors des frontières de 1991. Et qu'ils ont eux-mêmes reconnu, hein, ça renvoie à que les Russes, je veux dire, ont reconnu, ça renvoie à ma question tout à l'heure sur ce qui s'est passé dans les années 90. Bien. Alors, évidemment, on en est loin aujourd'hui, ce qui nous renvoie aux chars et aux dernières discussions. Les Russes, vous remarquerez que Poutine n'a jamais, ni lui, ni quiconque, défini avec précision ses buts de guerre. Ça n'a jamais été défini avec ces précisions, c'est-à-dire que lui, il a entretenu suffisamment le flou pour pouvoir un jour décider que, de son point de vue, les négociations sont possibles. Enfin, vous voyez bien qu'après tout ça, il ne va pas accepter une solution qui ramènerait la case départ et qui renverrait l'Ukraine dans les institutions euro-atlantiques. Par conséquent, victoire de l'un des deux dans les mois qui viennent, ça me paraît extrêmement peu probable. Bon. Alors, un troisième scénario, ce serait celui de l'effondrement d'un des deux côtés. Bon. Alors, l'effondrement du côté ukrainien paraît aussi, dans les mois qui viennent, très peu probable, alors même que les destructions, les pertes humaines et matérielles et les exodes aussi sont absolument considérables. Mais, et là aussi, on ne peut qu'admirer la résistance ukrainienne, qui est aussi l'une des grandes découvertes de toute cette période. Il n'empêche que c'est quand même un pays relativement petit, avec des capacités limitées, et qu'on peut se poser la question, combien de temps peuvent-ils durer? Alors, ils ne pourront durer de toute façon que si les Occidentaux continuent de les soutenir. Mais là encore, jusqu'où? Compte tenu du fait que les pays de l'OTAN continuent de faire extraordinairement attention à ne pas se mettre dans une situation où les Russes pourraient se considérer comme directement menacés par l'OTAN, parce que là, on part dans des eaux tout à fait incertaines. Alors, est-ce que les Russes, de leur côté, peuvent s'effondrer complètement dans les mois qui viennent? Alors, je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des gens qui pensaient que c'était possible, qu'il pourrait y avoir un coup d'État, Poutine renversé, etc., etc. Bon.
je pense que, je vous l'ai dit d'ailleurs au passage, que pour l'instant, ces derniers mois vont plutôt au sens inverse. Ces dernières semaines indiquent plutôt la résilience aussi et certaines organisations qui se mettent en place du côté russe. Donc, encore une fois, tout ça, ce sont des questions et personne ne peut répondre à aucune de ces questions d'une manière certaine. Là, je suis dans la méthode, si vous voulez. Donc, on va conclure, là, si vous voulez, que c'est peu probable. Bon. Donc, néanmoins, parce que c'est pas parce que quelque chose est peu probable qu'on ne doit pas l'étudier. Et évidemment, d'ailleurs, ce qui se passe souvent, ce sont des choses peu probables, comme cette guerre elle-même, qui était considérée donc comme très peu probable ex ante. Bon. Alors, j'attire simplement votre attention sur le fait que dans le cas où il y aurait un effondrement russe, je pense que ce serait probablement un moment de risque maximum. C'est peut-être le moment où le risque nucléaire serait le plus élevé. Mais je pense que pour la Russie, c'est en tout cas une question, là encore, que je pose, si elle devait rentrer en raison de cette guerre dans une décomposition qui rappellerait en un certain sens empire ce qu'ils ont connu dans les années 90, je pense que le risque d'un dérapage nucléaire deviendrait à ce moment-là très, très, très sérieux. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste la guerre d'attrition. Il reste la guerre d'attrition qui se ramène à la question de savoir, dans un schéma de long terme, qui peut durer le plus longtemps. Et on peut imaginer que le calcul russe actuel, c'est que même si ils n'ont pas les armements les plus sophistiqués, etc., ils sont mieux placés, y compris pour des armements plus rustiques, si vous voulez, ils sont mieux placés même industriellement pour produire, pour se mettre véritablement dans une économie de guerre, et chercher quand même à poursuivre la guerre, probablement avec un plus grand souci d'économie des forces humaines, mais pour que ça dure, en calculant que la partie qui cédera le premier sera plutôt la partie ukraino-occidentale, on va dire. Alors, pour conclure, je vais poser là encore trois grandes questions. J'ai évité jusqu'ici d'ailleurs de parler d'intérêt national. Comme réaliste, moi je suis un réaliste à court terme et un idéaliste à long terme. C'est-à-dire, l'idéaliste de long terme, c'est toute la notion de gouvernance mondiale, ce genre de choses, auxquelles je suis personnellement très attaché. Mais pour le moment, hélas, pour employer une méthode, on ne progresse pas dans cette direction. Bon. Alors, le réalisme de court terme nous oblige à nous poser sérieusement la question, qui sont les grands perdants, en dehors, évidemment, des belligérants. Je mets les belligérants directs. Je ne parle pas de la Russie et de l'Ukraine. Mais à l'extérieur, je crois, malheureusement, mais ça peut se débattre, que l'Union européenne va être probablement une grande victime de cette guerre. Et on n'est qu'au début de cela. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en 1991, enfin après la chute de l'Union soviétique, on s'était posé la question, mais quid de l'Union européenne? Et il y avait eu la réaction qui avait été le traité de Maastricht, qui évidemment continue d'être débattu. Vous avez les gens qui les critiquent, etc. Mais il n'empêche que la pièce centrale du traité de Maastricht à la création de l'euro a été conçue, qui est un miracle, parce que la création de l'euro, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, mais ça a été conçu, et vraiment là c'est des franco-allemands,
comme l'antidote à la dispersion et à l'éclatement qui aurait pu suivre l'effondrement de l'Union soviétique. Mais en tout cas, l'Union européenne s'est considérablement élargie, est devenue de plus en plus hétérogène, on le voit d'ailleurs bien actuellement. Et là, nous avons donc un nouveau phénomène, peut-être encore un choc encore plus grand que celui de 1991, mais nous n'avons pas d'antidote. Et nous voyons bien, malgré la réunion d'hier, je crois que Macron et Scholz étaient à côté, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, ils cherchent à porter beau, si j'ose dire, mais nous voyons bien qu'il y a des divergences profondes qui sont déjà en train de s'installer, même, hélas, entre la France et l'Allemagne. Bon, en tout cas, question à venir de l'Union européenne. La deuxième question, c'est que les Russes parlent de plus en plus, alors certains diront c'est de la propagande, etc., etc. Je n'en suis pas si sûr, et je pose la question de l'esprit de la Grande Guerre patriotique, ce qui signifie, pour eux, le renvoie évidemment à la Seconde Guerre mondiale. La question est de savoir, je sais que même à l'IFRI, tout le monde n'est pas d'accord sur la réponse à cette question, mais c'est une question. C'est-à-dire, pour la population russe, je ne parle pas de la partie des Russes très occidentalisés qui ont pris goût au mode de vie occidental. Je parle de la Russie profonde. Alors, bien sûr, vous avez aussi la propagande, tous les facteurs qui influent, mais je crois tout de même qu'il faut se poser cette question, si on s'installe dans la durée, cette idée que la Russie est assiégée par l'Occident et que donc il y a une grande cause à mener avec les souvenirs historiques, y compris celui des années 90. Encore une fois, c'est une question qu'il faut se poser. Et puis la dernière question, qui est encore plus vaste, mais qui est liée à la précédente, mais j'ai été très frappé, par exemple, par un article que certains d'entre vous ont peut-être vu après quelques jours d'Emmanuel Todd, qui résumait un livre qu'il a publié au Japon et qu'il ne veut pas publier en français parce qu'il estime que les Français sont trop dans l'idéologie à l'heure actuelle. Mais il développe, alors lui, vous voyez, je vous parlais de la complexité au début, des différents systèmes d'interprétation. Lui, il développe un système anthropologique d'interprétation qui mérite certainement considération, c'est-à-dire, selon lui, les Russes se considèrent réellement comme les porteurs d'une forme de conservatisme social, si vous voulez, l'anti-LGBT, pour dire les choses d'une manière un peu caricaturale. Et ce que dit Emmanuel Todd, c'est que dans cette attitude conservatrice, il peut trouver aussi beaucoup de soutien dans bien d'autres pays, y compris des pays musulmans et l'Arabie saoudite, qui le cite explicitement, et des pays qui en tout cas, considèrent que les Occidentaux sont sur une pente de dégénérescence extrêmement préoccupante. Bon. Je n'ai pas suffisamment réfléchi pour me prononcer sur cette thèse, sauf que ce qui est intéressant, c'est que c'est une lecture des textes russes qu'on connaît bien, hein, parce que les grands penseurs, les analystes russes de la situation, de l'Eurasie, etc., on les connaît, on les a lus, etc. Bon. Là, c'est peut-être une façon de regarder les choses un petit peu différente et qui mérite aussi considération.